Dimanche 5 avril de l'an 2020, chers amis internautes, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'invité. Nous sommes à la veille de la célébration des 4 années de gouvernance du président Patrice Talon. Et ce jour, je reçois pour vous, chers amis internautes, Gustave Sonnon. Il est ancien ministre chargé des relations avec les institutions. Il est ancien ministre d'État des infrastructures et des transports. Il est membre fondateur du parti politique Bloc républicain. Bonjour à vous. Bonjour, M. Kader. Avec lui, il sera question également d'apprécier les mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin. Et nous essaierons d'apprécier les 4 années de gouvernance du président Patrice Talon de 2016 à 2020. Alors, Gustave Sonnon, comme tout Béninois, vous êtes au courant de l'effectivité, ou j'allais dire, du fait qu'il existe au Bénin des personnes infectées au Covid-19. On en dénombre une vingtaine. Dites-nous, est-ce que les mesures que le gouvernement a prises vous rassure en tant que citoyen? Merci beaucoup. Et en tant que citoyen, je crois que je l'avais déjà dit il y a un peu plus d'une semaine. Je suis parfaitement en adéquation avec les mesures prises par le gouvernement, en ce sens que, en termes de gestion des épidémies, l'Afrique et notre pays ont quand même une expérience. Parce que nous vivons chaque année des épidémies. C'est vrai que ce n'est pas à l'échelle que nous connaissons. Ça veut dire qu'on a quand même une pratique et il faut adapter les mesures en fonction du contexte de chaque pays et en fonction de l'évolution de la situation, tout simplement parce que j'avais déjà dit il y a un peu plus de 15 jours qu'un confinement total allait être encore plus catastrophique pour nous, les Béninois, en ce sens que non seulement nous avons des pratiques, mais nous avons... En Afrique, généralement, nous vivons au jour le jour. C'est-à-dire que la plupart des foyers vivent des revenus qu'ils ont eu à gagner la veille. Donc j'imagine qu'on soit contraint d'être confiné totalement et qu'on ne sorte pas, qu'est-ce que nous allons devenir pratiquement. Et l'autre aspect que les gens oublient, dans les grands pays, grandes puissances, ils n'ont pas des marchés à ciel ouvert. C'est de façon exceptionnelle qu'ils organisent, je crois, les week-ends, les marchés populaires à ciel ouvert, alors qu'en Afrique et particulièrement dans nos pays, nous n'avons que des marchés à ciel ouvert. Cela suppose que le gouvernement est obligé de tenir compte d'un certain nombre de paramètres et d'agir. Et si on observe bien, le virus seul ne se déplace pas. Ça veut dire que c'est nous, les hommes, qui sommes les vecteurs de transmission. Les vecteurs de transmission. Et lorsque vous arrivez déjà à identifier déjà la chaîne de transmission, le plus important pour freiner, c'est comment faire pour briser cette chaîne de transmission. Bon, voilà qu'on ne peut pas dire qu'on va tuer les hommes qui sont infectés, mais il faut les confiner quelque part pour qu'ils n'arrivent pas à transmettre. Donc c'est pourquoi déjà, c'est vrai l'aéroport est resté ouvert, mais déjà c'est que quand vous venez de l'aéroport, vous êtes mis systématiquement en quarantaine. Le gouvernement, dans un premier temps, avait cru au bon civisme des uns et des autres et a parlé d'auto-isolement, sachant que vous venez d'un pays à risque. Aujourd'hui, maintenant, c'est tous les pays qui sont à risque. Donc, si quelqu'un vient de l'étranger, il faut le prendre comme déjà quelqu'un qui vient d'un pays à risque. Le gouvernement avait cru à un bon civisme et se disait auto-isolement. Mais on a constaté que ça, là, n'a pas marché. Donc, le gouvernement, de façon graduelle, fait des propositions. Et c'est pour ça que j'invite et je supplie même à la limite tous les citoyens qu'on observe de façon stricte les prescriptions, parce que sinon, si jamais le gouvernement était contraint de prendre des mesures plus radicales, on peut avoir même l'argent, mais on ne trouvera pas ce qu'il faut payer pour manger. On ne peut pas trouver ce qu'il faut pour manger. Alors dites-nous, est-ce que
la quarantaine, est-ce que l'établissement d'un cordon sanitaire autour de 12 villes, est-ce que ce sont des mesures, à votre avis, efficaces pour lutter, empêcher contre la propagation de ce virus? C'est des mesures très efficaces et c'est graduel en réalité. Graduel en réalité. C'est lorsqu'on va constater pendant cette période de cordon sanitaire, juste un peu avant la fin, c'est sûr que les autorités passeront à une évaluation et on verra s'il faut corser d'autres mesures. Et c'est pour ça que je demande qu'il y ait l'autodiscipline et que chacun soit gendarme de son entourage. C'est-à-dire que si je constate que quelqu'un est venu de l'étranger, parce qu'il y a toujours des esprits malins qui cherchent à dribbler, à ne pas respecter le cordon sanitaire, il faut que ces gens-là soient dénoncés. Il faut que ces personnes-là soient dénoncées. Systématiquement. Alors, dites-nous, Gustave Sonon, est-ce que le gouvernement a lancé depuis quelques jours une opération qui invite les bonnes volontés à souscrire à travers des dons au Trésor public, adressés au Trésor public pour soutenir le gouvernement dans le cadre de cette lutte, parce que nous ne savons pas de quoi serait fait l'avenir. Est-ce que vous partagez cela et est-ce que le montant de 10 milliards que le gouvernement a dégagé dans le cadre de cette lutte contre la propagation du Covid-19, est-ce que ce montant-là, vous êtes à la hauteur, vous paraît à la hauteur de la mesure de la situation, quand on sait qu'à côté de nous, le Sénégal, par exemple, a prévu près de 1000 milliards? On parle de près de 1000 milliards. Aujourd'hui, nous vivons une situation catastrophique pour le monde entier. Hein. Pour le monde entier. Et chaque pays, en fonction de ses moyens, arrive à faire face de sa manière. Je dis pour le moment, pour notre gouvernement, c'est graduel. C'est vrai que c'est 10 milliards. Et le gouvernement a lancé un appel public pour les bonnes volontés. On espère que les bonnes volontés vont se manifester. Mais ce qui est sûr, comme je le dis, pour le moment, nous n'adoptons pas encore systématiquement les mêmes mesures un peu partout. C'est pour ça que je ne peux pas encore incriminer le gouvernement par rapport à cette situation. Mais, c'est une crise sanitaire, mais c'est que ça va déboucher sur une crise sociale, économique, une crise financière où aujourd'hui personne ne peut même mesurer l'ampleur. Personne ne peut encore mesurer l'ampleur. Ça va déboucher sur une crise sociale, une crise économique également. Mais dites-nous, Gustave Sonon, en tant qu'ancien ministre qui avait participé quand même à la gestion d'un pays, dites-nous, dans ce cas de figure, nous avons suivi le président Patrice Talon qui a effectué une sortie médiatique et qui estime que avec ces mesures-là, nous allons vaincre le coronavirus d'ici peu et qu'il faut penser à l'après-Covid. Ah non, il faut toujours avoir l'espoir. Et vous imaginez que si jamais le numéro 1 a peur, ça va être encore plus grave pour nous. Déjà, la peur, c'est l'ennemi numéro 1 de tout développement. C'est pour ça que le président de la République est resté optimiste, mais il a ajouté un certain nombre de choses qu'il faudrait que nous soyons conscients et que nous soyons solidaires et qu'on soit disciplinés. Vous comprenez, s'il n'y a pas toutes ces conditions, son souhait va tomber à l'eau et on sera amené à prendre des mesures drastiques. Et je dis, il faudrait qu'on n'en arrive pas à ce niveau. On en arrive pas à ce niveau. Alors, dernière question concernant cette première manche de l'émission, Gustave Sonon, dites-nous, est-ce que face à ces mesures prises par le gouvernement que vous approuvez d'ailleurs, est-ce que face au nombre de cas que nous avons détectés, parce qu'il n'y avait pas autant de cas avant qu'on demande des congés prémédités à l'école béninoise, est-ce qu'il faut, après les 2 semaines, permettre à l'école de reprendre ou bien il faut maintenir le cap tant que la situation n'est pas maîtrisée? Non, on a encore 1 semaine pour faire l'évaluation. Et n'oubliez pas que les nouveaux cas qui ont été détectés, pour la plupart, c'est dans ceux qui sont mis en quarantaine. Ça veut dire que des gens qu'on a confinés il y a environ 14 jours, un peu plus de 14 jours. Donc, et la plupart, ce sont des cas importés comme nous sommes en train de le dire. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on parle, dans un premier moment, d'un cordon sanitaire. Lorsque le gouvernement est arrivé à identifier qu'il y a une zone à risque
créer un cordon sanitaire pour bloquer l'entrée et sortie. C'est-à-dire pas pour bloquer, pour contrôler l'entrée et la sortie dans cette zone. L'objectif, c'est de limiter la propagation. Et c'est ça que j'appelle briser la chaîne. Briser la chaîne. Oui, la chaîne de transmission. Vous comprenez que si le gouvernement n'avait pas procédé à cette mise en quarantaine systématique, le nombre de cas supplémentaires, près de 10, qu'on a détectés parmi ceux qui ont été mis en quarantaine, si chacun contaminait 10 personnes, vous voyez déjà, on va déjà dans les 100. Et la vitesse de propagation de ce virus, il a une vitesse très grande. L'avantage que nous avons en Afrique, c'est que à l'air libre, puisque les scientifiques ont prouvé que c'est un virus qui ne supporte pas à plus de 26 ou 27 degrés. Et ensuite, il n'arrive pas à voler à plus d'1 mètre. Donc c'est pourquoi on préconise la distanciation, c'est-à-dire d'observer en tout moment, même si vous devez aller au marché, la distance d'1 mètre des uns et des autres, parce que c'est ce contact qui va créer la contamination. Donc si on réussit par exemple à systématiquement mettre en quarantaine et à contrôler toute personne venant de l'étranger, je crois que nous allons briser la chaîne. Mais briser définitivement la chaîne, ça va être en fonction de l'évolution mondiale. Donc, tant que dans le monde entier, la pandémie n'est pas entièrement maîtrisée, c'est que le risque sera toujours grand et à tout moment. Donc, c'est pour ça que non seulement nous allons prôner la discipline chez nous, mais de part et d'autre, et dans le monde entier, on va exhorter tout le monde à être discipliné de manière à ce qu'on puisse véritablement arriver. Il ne faut pas que les gens oublient, hein, il y a plus d'une dizaine de pandémies. Bon, c'est vrai que si nous sommes d'un certain âge, on va se dire c'est la première fois qu'on entend une pandémie. Une pandémie, c'est une épidémie à grande échelle. Donc on a connu par le passé, c'est vrai que vous et moi, nous n'étions pas encore nés, la peste noire, le choléra, un certain nombre de choses. Et je continue de le dire, nous gérons toujours des épidémies de choléra, ça arrive par moment. Nous continuons de gérer chaque année, à une saison donnée, des épidémies de la méningite, dont les pays africains ont une... c'est-à-dire qu'on quand même la technique. Certes, nous n'avons pas les grands moyens, mais nous avons au moins la technique pour riposter. Et riposter à une épidémie, c'est d'abord réussir à identifier la chaîne de transmission et à briser cette chaîne de transmission. Et c'est pour ça que le gouvernement prend des mesures, et j'estime que c'est des mesures graduelles. Notre discipline fera que ces mesures vont rapidement s'estomper. Bon, mais je crains que la mesure ne soit reconduite après les 2 semaines, parce que ça va être fonction de l'évolution mondiale. Ça va être fonction de l'évolution mondiale. Alors, dernière question, Gustave Sono, vous êtes du plateau d'Abomey. En tant que Béninois, en tant qu'Africain, dites-nous, quelle appréhension faites-vous de l'avènement de ce virus dans le monde, de son apparition? Bon, de son apparition. Et avec la rage avec laquelle elle tue, pour être brute. Pour être brute, oui. Bon, vous savez, on a lu beaucoup de choses. Hein. Et pour nous qui sommes croyants, on estime toujours qu'il y a toujours la main de quelque chose qui est suprême et qui a le contrôle de tout. Et c'est pour ça que tout le monde se plie pour supplier Dieu, afin que Dieu puisse nous venir en aide et nous épargner. Et comme je l'ai dit, il y a eu des épidémies qui ont duré des années. Et je crois qu'il y a eu la peste noire, ça a duré près de 6 ans, non? Si j'ai bonne mémoire, le choléra, les épidémies ont duré des mois. Donc on espère vivement. J'avais souhaité que le mois d'avril soit la fin du Covid 2019.
Vous souhaitez que le mois d'avril soit la fin du Covid-19. Oui. Alors, nous allons aborder la deuxième manche de cette émission. Oui. Nous allons parler à présent des 4 ans du président Patrice Talon. Gustave Sonon, vous êtes membre fondateur d'un parti politique qui soutient de façon inconditionnelle l'action du gouvernement du président Patrice Talon. Dites-nous, qu'est-ce qui vous séduit dans la marque Talon et que pouvez-vous vous retenir des 4 ans du président Patrice Talon? Bon, il faut dire que par rapport aux 4 ans du président Talon, c'est vrai que la crise sanitaire est venue annihiler toute communication autour des 4 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons d'abord comment survivre avant de dire que nous allons faire quoi que ce soit. Mais pour le moment, comme Dieu nous prête vie, on pourra apprécier. Je retiens essentiellement que le président Talon a, dans ses réformes, cherché d'abord à construire une base. Et c'est pour ça que vous allez constater qu'il ne s'embrasse pas du tout. Il fait d'abord les études et il cherche d'abord à faire asseoir une base. Et quand j'appelle de base, par exemple, si on prend dans l'administration, comment faire pour qu'on puisse dématérialiser un certain nombre de choses? L'effort progressif est en train de faire à ce niveau. Et lorsqu'on prend les microcrédits, lorsqu'on rentre dans le cadre social, etc., on lui reproche beaucoup de choses. Mais je dis, c'est ce qu'il faut faire pour être aussi populaire. Mais certainement, il se dit, tel qu'on fait les microcrédits aux plus pauvres, c'est un nid de corruption. Donc, comment faire pour baliser d'abord le terrain avant d'ouvrir? Et c'est ce qui fait que même nous qui soutenons ces actions ne sommes pas tellement d'accord. Mais lorsque vous rentrez en vous-même, vous comprenez que son objectif, c'est d'éviter, c'est-à-dire que de prévenir les nids de corruption par rapport à ce dispositif. Et l'autre chose, il s'est attaqué aux infrastructures. Et généralement, pour apprécier qu'un pays est développé, moi j'ai l'habitude de dire, c'est 3 choses, 3 secteurs. Les infrastructures, qu'elles soient routières, aériennes, ferroviaires, c'est-à-dire que les gens puissent avoir la facilité de se déplacer. Vous allez dans les grands pays, c'est cette facilité de se déplacer qui vous impressionne. Les gens ont apporté de main le train, et pour aller à 300 km, 400 km en moins d'une heure, etc. Les gens ont apporté les bus, les gens ont apporté, c'est-à-dire que vous roulez sur des routes où vous ne sentez pas beaucoup de choses. Donc je parle du secteur transport. Et des efforts sont en train d'être faits à ce niveau. Le second secteur, c'est l'énergie. Imaginez un instant que le monde puisse vivre sans énergie pendant quelques minutes. Vous comprenez ce que ça donne. Et après, l'énergie est eau, naturellement. Et c'est convaincu que s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, qui pourra peut-être porter un peu préjudice aux efforts des gouvernants, on pourrait espérer plutôt que d'ici 2021, la question de l'eau pour tous pourra être réglée. Donc, je parle du transport, les infrastructures. Les points au niveau de l'eau, de l'énergie. Et la communication. Lorsque vous combinez ces 3 choses, 3 grands secteurs, vous n'aurez plus de zone non déshéritée. Si on affecte un fonctionnaire dans une zone, s'il a la facilité de se développer, s'il a la facilité de communiquer, s'il a la facilité d'avoir l'énergie, c'est-à-dire à portée de main, le courant à portée de main, l'eau courante à portée de main, bon, les pays développés, socialement, ils sont très mal à l'aise par rapport à nous. Mais par rapport à ces secteurs, ils sont très bien. Et quand vous allez dans ces pays, je ne vois pas ce qui est de beau que les bâtiments. Le reste là, c'est les bâtiments et ces facilités qu'ils ont par rapport à ces secteurs. Et je crois que l'effort est en train d'être fait par rapport à ces secteurs. Bon, maintenant, tout n'est pas rose. Le reste,
nous allons plaider et demander à ce qu'on puisse voir du côté de nos frères qui sont, pour diverses raisons, en difficulté. Qui sont pour diverses raisons en difficulté. Alors, vous êtes du plateau d'Abomey, dites-nous de façon plus concrète, quelles sont les actions que le président Patrice Talon a eu à mener et qui sont visibles dans votre circonscription électorale? Je peux vous dire par exemple l'eau. Particulièrement dans ma maison à Boycon. Avant, nous avons l'eau un jour sur deux. Je dis bien, nous avons l'eau un jour sur deux. Lorsque je rentre au village, si je rentre un vendredi, si j'ai l'eau vendredi, je suis convaincu que samedi, je n'aurai pas. Mais si je n'ai pas l'eau vendredi, je sais que le samedi, je l'aurai. Mais le dimanche qui suit, je n'aurai pas l'eau. Et aujourd'hui, et à quel débit? Aujourd'hui, je crois que ça là est en train d'être réglé. Et c'est pareil dans les villages. Et comme je vous le dis, vous rentrez dans un village, si vous avez l'eau, l'électricité, c'est le minimum. Le reste, les gens se débrouillent. Les gens ne veulent même pas connaître nos querelles politiques dans les villages. C'est ce qui fait que, bon, les gens se tournent que, bon, dans tel village, on applaudit tel dirigeant, etc. De façon visible, je vous dis, l'eau dans le plateau d'Abomey. Et de façon visible également, le défi d'infrastructure est en train d'être réglé. Il y a quelques années, lorsqu'il pleut à Boycon, particulièrement à Boycon, vous êtes obligé d'observer, je crois, 1 heure à 2 heures de temps avant de circuler, sinon vous ne pouvez pas circuler, vous allez vous faire emporter par les vagues. Ça, c'est une réalité. Je ne dis pas que, c'est-à-dire que les gouvernants passés, j'en fais partie, n'ont rien fait. Mais, particulièrement par rapport au plateau d'Abomey, c'est des faits qui sont visibles. Les infrastructures, bon, déjà l'énergie, l'effort est déjà fait. L'eau, c'est déjà une chose de régler. Et quand nous qui sommes, bon, nous qui venons des villages, lorsque vous voulez faire campagne ou autre, il n'y a que deux choses que les gens vous demandent dans les villages. Les gens ne vous demandent pas nécessairement de leur donner de l'argent. Nous voulons avoir de l'eau, nous voulons avoir de l'électricité et naturellement circuler sur de bonnes. C'est tout. C'est tout. Oui. Alors, dites-nous, vous êtes acteur politique également. Sous le régime du président Patrice Talon, des réformes politiques et institutionnelles ont été effectuées. Quel regard portez-vous sur ces différentes réformes? Est-ce qu'elles sont efficaces et contribuent quand même à un renouveau du paysage politique béninois? Non, bien sûr. Et par rapport au renouveau du paysage politique béninois, vous êtes d'accord avec moi que l'une des réformes porte sur le système partisan. Et la réforme sur le système partisan, le président Talon a cherché à agir d'abord sur la constitution des partis politiques à travers la charte des partis politiques. Ensuite, leur mode de participation aux différents scrutins, aux élections, à travers le code électoral. Vous êtes d'accord avec moi des réformes dans ce sens-là. Ensuite, le mode de calcul d'attribution des différents sièges par rapport aux résultats et le mode de financement de ces partis politiques. Au point où, au finish, l'objectif, c'est de réussir à assainir le paysage politique, non seulement de réduire, mais avoir de véritables partis politiques qui ont des assises nationales couvrant tous les villages du pays. Et non plus avant, c'est-à-dire surtout que la notion d'alliance politique a été supprimée. Parce que c'est ça qui faisait un peu que il y avait un peu la pagaille. Parce que l'alliance politique, je le dis toujours, n'a pas une existence légale. Une alliance politique tire son existence de l'existence légale des différents composants de l'alliance. Ce qui fait que, même à la veille des élections, 2 ou 3 personnes se réunissent pour pouvoir former une alliance
en vue de prendre part à une élection, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Et ce qui n'est plus possible aujourd'hui, c'est que par le passé, vous pouvez être une formation politique et ne présenter de candidats, c'est-à-dire aux élections communales, que dans une seule commune. Aujourd'hui, la loi vous fait l'obligation de présenter de candidatures dans les 546 arrondissements. Et vous avez compris que ça devient, c'est comme l'examen du bac, hein, où la délibération est à 2 niveaux. Premier niveau, on voit la complétude. Est-ce que vous arrivez à couvrir les 546? Et aujourd'hui, au thème de la loi, nous avons 3630, je crois, candidatures qu'il faut avoir avec des dossiers complets. Ça fait que, à terme, ça va nous conduire à une notion de partisan. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous avons un système partisan, mais nous n'avons pas encore de véritables militants. Parce que par le passé, avec le jeu des alliances, je peux être avec toi aujourd'hui, demain je me retrouve, même le soir, je me retrouve de l'autre côté. Mais à terme, avec ce qui va se passer, ce qui est en train d'être implanté, ça va nous conduire à avoir des partis, non seulement nationaux, mais les gens seront de véritables militants. Aujourd'hui, si les gens ont des difficultés pour pouvoir réunir une liste complète, déjà, les gens ont eu des difficultés par rapport à 83. Pour les législatives, nous allons maintenant au communal et tenez bien, les locales seront plus compliquées parce que les locales, ça couvre plus de 5000 villages et il faut avoir plus de 5 candidatures dans chaque village, vous imaginez. Si déjà, avec les communales, nous avons ces petits problèmes, vous comprenez. Et on serait fier, dans les grandes démocraties, lorsqu'on voit un individu, on connaît sa couleur et il ne change pas. On est fier. Et généralement, vous êtes d'accord avec moi que même par le passé, dans chaque commune, dans chaque région, le nombre de partis politiques forts n'a jamais dépassé 2 ou 3. Bon, maintenant, le système tel que je vous ai décrit, pour dire qu'on a agi sur la constitution des partis, on a agi sur le mode de participation, on a agi sur le mode de financement, on a agi maintenant sur comment il faut attribuer les sièges. Ça conduit inévitablement à réduire et nous n'aurons qu'au maximum. N'empêche, il y aura des partis politiques, mais nous ne pourrons pas prendre part aux élections. Ouais. Alors, dites-nous, nous sommes presque à la fin de cette émission, pour ne pas nous sommes déjà à la fin de cette émission. On ne peut pas parler du bilan du président Patrice Talon sans quand même évoquer la question liée à la révision constitutionnelle qui a été effective le 1er novembre 2019. Dites-nous, Gustave Sounon, est-ce que les modifications, les amendements qui ont été effectués à la loi fondamentale du Bénin qui régit la vie au Bénin, est-ce que ces modifications-là sont conformes à votre idéal? Non, mon frère, l'idéal n'existe pas dans ce monde. On a suivi vers l'idéal. Donc le reste, c'est de s'adapter, et de faire l'expérience et d'évaluer et de voir quel ajustement il faut le faire dans le temps. Quel ajustement il faut faire dans le temps. Oui. Alors, chers amis internautes, vous êtes d'accord avec moi que nous ne pourrons pas parler de façon détaillée, de façon très approfondie des 4 années du président Patrice Talon dans une émission de 26 minutes. Mais Gustave Sounon, avant de nous laisser partir, je vous pose la question. Les communales, comment ça va se passer dans votre circonscription électorale? Est-ce que le BR, votre formation politique, a le vent en poupe ou bien il est menacé, surtout avec l'avènement de formations politiques telles que l'Union progressiste, le Parti du Renouveau démocratique PRD, l'Union progressiste et surtout FCBE, Force Premier émergent, votre ancienne formation politique? Non, vous rentrez dans ma commune ou bien dans ma région, bon, on ne connaît que c'est vrai, il y a les partis dont vous avez cité, ce sont des partis politiques qui ont une longue histoire. Mais en termes de militantisme sur le terrain, je crois que le BR, avec une bonne organisation, on pourrait s'en sortir avec une grande majorité, écrasante, je veux dire. Mais j'ajoute avec une bonne organisation. C'est vrai, pour toute compétition, on ne minimise jamais l'adversaire. C'est pour ça que
nous allons nous organiser de manière à ce que on puisse véritablement convaincre les électeurs du bon choix. Convaincre les électeurs du bon choix. Alors, dernière question, Gustave Sonon. À la veille de ces élections communales, des messages fusent de partout, surtout en cette période de célébration du 4e anniversaire de l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir. Des gens estiment que les œuvres entamées par le président Patrice Talon sont salvatrices et qu'il faut d'ores déjà susciter un second mandat pour qu'il poursuive l'œuvre entamée. Est-ce que vous êtes de ceux qui partagent cet avis? Est-ce que vous estimez qu'en 2021, il faut reconduire Patrice Talon ou bien en 2021, il faut effectuer une autre expérience? Non, nous ne sommes pas encore à cette étape. Vous n'êtes pas encore à cette étape? Non. Merci à vous, Gustave Sonon. Je rappelle que vous êtes ancien ministre chargé des relations avec les institutions, ancien ministre d'État des infrastructures et des transports. Vous êtes un membre fondateur du bureau politique du Bloc républicain. On retiendra de cet entretien, en ce qui concerne la première manche, que vous avez qualifié de situation catastrophique l'avènement du Covid-19 dans le monde. Vous partagez entièrement les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Vous appréciez le confinement qui est fait et qui est recommandé par les populations hors des territoires nationaux, mais en ce qui concerne la quarantaine au Bénin, vous approuvez à part entière cette initiative du gouvernement du président Patrice Talon. Vous avez comparé les réalités africaines et européennes qui sont très différentes et vous avez effectivement salué l'établissement du cordon sanitaire qui va porter ses fruits. Vous invitez les populations béninoises au respect strict des prescriptions gouvernementales afin de limiter et de contenir la propagation de ce virus. Vous invitez surtout les populations à l'autodiscipline. Vous faites un appel aux bonnes volontés de souscrire aux recommandations du gouvernement afin de soutenir le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pour vous, le Covid-19 va déboucher sur une crise sociale et économique. On dispose encore d'une semaine pour faire l'évaluation. Vous avez indiqué que c'est la quarantaine qui a révélé les nouveaux cas et donc vous avez reprécisé qu'elle est une disposition très efficace pour lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 au Bénin. En ce qui concerne l'avènement du Covid-19 dans le monde, vous avez estimé qu'il faut implorer la clémence divine afin que, à la fin de ce mois d'avril, on ne parle plus de Covid-19. Dans la seconde manche de cette émission, en ce qui concerne le volet politique, vous avez approuvé les réformes effectuées par le président Patrice Talon. Vous avez salué ses prouesses dans le secteur de l'eau, de l'énergie. Vous avez également estimé que Patrice Talon est un homme pondéré, méthodique et pragmatique. Vous avez salué la dématérialisation de l'administration publique. Vous avez salué également les différentes mesures préventives prises par le président Patrice Talon, notamment dans la lutte contre la corruption. Dans le plateau d'Abomey, vous avez cité quelques exemples liés aux prouesses du gouvernement dans le cadre des réalisations d'infrastructures, de la disponibilité de l'eau potable aux populations et de la disponibilité également de l'énergie électrique. En ce qui concerne le volet politique, ce qui concerne le système partisan, pour vous, le système partisan qui est réformé augure d'un renouveau du paysage politique béninois. Vous en avez vanté les innovations du système partisan qui promeut les partis politiques nationaux et enterre les alliances politiques. En ce qui concerne la réélection du président Patrice Talon, vous avez estimé que nous ne sommes pas encore à ce moment. J'espère que je suis resté fidèle à vos propos. Non, très fidèle. Merci à vous, Gustave Sonon. Je rappelle une dernière fois que vous êtes ancien ministre chargé des relations avec les institutions. C'était sous le régime du président Bodiaï. Vous étiez également ancien ministre d'État des infrastructures et des transports 2 fois de suite. Et actuellement, vous êtes membre fondateur du bureau politique, membre fondateur du parti politique Bloc républicain. Chers amis internautes, c'était l'invité de ce dimanche. Merci pour l'attention et à dimanche prochain.